Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Méran, professeur de sciences politiques, directeur scientifique du Cerium et votre animateur pour cette première émission de l'hiver 2021. Aujourd'hui à l'émission, que se passe-t-il dans la Corne de l'Afrique? West and Central Africa is one of the largest displacement situations in Africa. We are talking about 5.6 million internally displaced people, more than 1.3 million refugees and 1.6 million stateless. La Corne de l'Afrique, c'est la région la plus à l'est du continent africain. Elle inclut la Somalie, Djibouti, l'Érythrée et l'Éthiopie. Péninsule stratégique entre la mer Rouge et l'océan Indien, elle est en proie depuis des décennies à de nombreux conflits internes comme externes. Famine, mercenaires, groupes djihadistes, tensions politiques, corruption, les maux de la région sont multiples. Mais l'enjeu migratoire préoccupe tout particulièrement. C'est que les différents pays de la Corne de l'Afrique s'échangent, en quelque sorte, les populations de réfugiés. À la fois terre d'asile et territoire hostile, la région a eu, dans les dernières années, son lot de déplacés internes. Elle en compte actuellement près de 8 millions, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, si on inclut les pays voisins du Soudan et du Soudan du Sud. Et c'est souvent vers le Soudan que fuient ces Éthiopiens. Les autorités soudanaises attendent près de 200 000 réfugiés directs du conflit au Tigré. Mais les camps du Soudan sont déjà surpeuplés et plusieurs y voient une situation humanitaire catastrophique et propice à la propagation du virus de la COVID-19. Le pays, qui abrite plus d'1 million de réfugiés au total, se trouve par ailleurs dans une situation économique précaire et instable politiquement depuis le mouvement de contestation ayant chassé du pouvoir le dictateur Omar el-Béchir en 2019. Depuis 2015, ce sont aussi des centaines de réfugiés yéménites qui traversent périodiquement le golfe d'Aden pour rejoindre la Corne de l'Afrique. Inversement, des milliers de réfugiés éthiopiens qui tentent de fuir vers l'Arabie saoudite finissent souvent bloqués au Yémen. Même si l'apparition de la COVID-19 en mars 2020 a causé une diminution globale du nombre de migrations dans la région, les réfugiés en provenance du Soudan du Sud, eux, n'ont pas cessé d'affluer vers l'Éthiopie et le Soudan. Le pays qui a connu dans les derniers mois une recrudescence de l'insécurité a malgré tout reçu en 2020 plus de 1700 réfugiés. L'accès à l'asile s'est vu limité par la fermeture des frontières et la restriction des mouvements a eu un effet délétère sur la réponse face au signalement d'actes de violence sexuelle. Sans parler des conditions de vie difficiles dans des camps dont le manque de nourriture et d'eau potable ainsi que le froid pousse certains Éthiopiens à considérer rentrer chez eux malgré les violences. Et pendant que l'Éthiopie est occupée à se battre au Tigré, le Soudan s'est accaparé une bande de terre disputée entre les deux pays, ce qui fait craindre un nouveau conflit et une nouvelle vague de réfugiés à travers la Corne de l'Afrique. On parle beaucoup de ce qui se passe en Éthiopie et du conflit au Tigré, mais l'Éthiopie et ce conflit au Tigré s'inscrivent dans un contexte plus large, dans une région, la Corne de l'Afrique, une région stratégique entre la mer Rouge et l'océan Indien, une région qui est affublée de nombreux maux, terrorisme, guerre civile, piraterie, famine. C'est une région où il y a beaucoup de réfugiés sans refuge, une région qui recèle de dynamiques complexes. Alors, pour nous éclairer sur tous ces aspects, nous recevons aujourd'hui Sonia Le Gourielec, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille et chargée d'enseignement à Sciences Po Paris, dont les enseignements portent sur les relations internationales en Afrique. Bonjour Sonia Le Gourielec. Bonjour à tous. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par décrire la Corne de l'Afrique. Le terme est évocateur, mais que décrit-il précisément et pourquoi est-ce que cette région connaît autant de tensions en ce moment? Alors c'est vrai que le terme Corne de l'Afrique est assez énigmatique et je ne vais pas beaucoup vous aider parce qu'il n'y a pas de définition officielle ni consensuelle de ce qu'est la Corne de l'Afrique. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est une dénomination géographique comme l'est le Sahel. Finalement, le Sahel traverse plusieurs pays et donc c'est une flore, une faune, un climat. Donc, on pourrait penser que c'est le cas aussi pour la Corne. Et d'ailleurs, Richard Nixon disait que la Corne de l'Afrique est une pince de crustacés qui encercle les pays du Golfe. Et en fait, c'est plutôt une définition politique qu'il faut retenir, donc avec des États. Et on a un consensus de base sur l'Éthiopie, l'Érythrée, Somalie, Djibouti.
voire le Somaliland, mais c'est un autre débat. Et après, on a des définitions plus élargies si on parle de l'organisation régionale qui est l'IGAD. Donc là, on ajoute d'autres pays, notamment le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Kenya. Les Américains parlent parfois du Greater Horn of Africa, donc c'est encore une vision plus large. Et je pense qu'on a suffisamment de choses aujourd'hui à traiter pour se tenir à la petite définition des 4-5 États de la petite corne de l'Afrique. Et effectivement, c'est une région qui fait beaucoup parler d'elle parce que c'est une région au carrefour de plusieurs continents qui, me semble-t-il, c'est la caractéristique majeure qui explique beaucoup de conflits actuellement. C'est une région qui est passée en 20 ans de 4 à 7 États. Et ça, c'est quand même une caractéristique dans le système international, une spécificité de la région, puisque vous avez eu en Éthiopie l'Érythrée qui est devenue indépendant en 1993, le Somaliland début des années 90, même s'il n'est pas encore internationalement reconnu, et le Soudan du Sud en 2011. Et forcément, ça redéfinit un petit peu toutes les politiques, les relations politiques dans la région, et ça explique aussi beaucoup de dynamiques conflictuelles qu'on observe ces dernières années. Alors, un conflit qui, justement, illustre ces dynamiques, c'est celui qui se déroule en ce moment en Éthiopie, au Tigré plus précisément. Et on observe que non seulement il y a ce conflit qu'on pourrait qualifier d'interne à l'Éthiopie, mais le Soudan en a profité pour s'accaparer des terres disputées à la frontière. Est-ce que ce conflit au Tigré est en train de s'internationaliser? Alors, oui et non, je crois que je vais vous répondre à chaque fois ça. Oui et non, c'est un conflit qui était déjà internationalisé dans un sens. Alors, le Premier ministre éthiopien vous dirait que ce n'est pas un conflit, c'est une opération de restauration de l'ordre constitutionnel, pratiquement une opération de police. Néanmoins, tout le monde est d'accord pour dire que c'était quand même une guerre et ça répond à la définition de la guerre civile. Il était déjà internationalisé parce que, maintenant, il semble avéré qu'il y a des troupes érythréennes qui sont intervenues. On parle également de soldats somaliens, donc des jeunes qui pensaient aller travailler au Qatar et qui finalement se sont retrouvés en Érythrée et au Tigray. Et puis très tôt, effectivement, il y a eu aussi ces divergences avec le Soudan. Mais en soi, ce qui se passe au Soudan, c'est un problème qui existe depuis une trentaine d'années et par opportunité, entre guillemets, a vraiment explosé avec le conflit puisque pour expliquer à tout le monde, c'est un territoire, un triangle fertile qui, par traité, appartient normalement au Soudan. Mais en fait, les Soudanais étaient pendant 25 ans occupés par des Amaras, qui sont une population d'Éthiopie, des agriculteurs. Et les Soudanais ont profité du conflit dans le nord de l'Éthiopie pour récupérer ce morceau de territoire. Et donc, depuis le mois de novembre, on assiste à une escalade verbale, militaire, entre l'Éthiopie et le Soudan, sous fond également de négociations pour le barrage du Nil, sur le Nil bleu que construisent les Éthiopiens, alors que ni les Soudanais ni les Égyptiens ne sont d'accord avec la construction de ce barrage qui les fragiliserait, ou en tout cas fragiliserait leur population sur le débit des eaux du Nil. Donc on a tout ce contexte régional qui est derrière. Donc c'était déjà un peu internationalisé comme conflit. Et comme c'est presque toujours le cas, les conflits produisent des réfugiés. Alors, en ce moment, dans la région, il y a l'Éthiopie, il y a le Sud-Soudan, il y a le Yémen qui n'est pas très loin. Et on observe un problème important de réfugiés donc issus de ces conflits. Il y a également des problèmes climatiques susceptibles d'amener les populations à être déplacées pour se réfugier dans les pays voisins ou encore plus loin. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre cette dynamique régionale interétatique d'accueil des réfugiés? Où vont-ils? Où sont les principaux problèmes? Alors, c'est vrai que la Corne de l'Afrique est la région connue pour être l'une des régions qui a le plus de réfugiés et de déplacés dans le monde. On a près de 5 millions aujourd'hui de réfugiés dans le monde, de réfugiés dans la Corne de l'Afrique, ce qui représente à peu près 60% des réfugiés de tout le continent et 20% des réfugiés du monde entier. Donc, vous voyez, on est vraiment quand même sur un pôle de réfugiés et auquel il faut rajouter les déplacés, donc en interne. Effectivement, il y a à la fois des réfugiés et des déplacés du fait des conditions climatiques. Vous avez peut-être entendu parler des invasions de criquets qui ont eu de graves conséquences sur l'agriculture de nombreuses régions. On a toujours des endroits où la sécheresse
pose des questions, des problèmes de famine dans certaines régions. Alors, c'est souvent aujourd'hui, les problèmes de famine sont liés quand même à des conditions politiques et à la guerre, et donc les difficultés d'approvisionner et d'aider les populations. Donc ça, on le retrouve en Somalie, en Érythrée, et actuellement, avec la guerre au nord de l'Éthiopie, on le retrouve également au Tigray. Néanmoins, aujourd'hui, la majorité des réfugiés et des déplacés le sont pour des raisons d'insécurité et de guerre, pas directement liées aux conditions climatiques et de sécheresse. Et vous avez dit qu'on pouvait ajouter le Yémen, mais je crois qu'on aurait même pu ajouter le Yémen dans la définition de la Corne de l'Afrique, dans une définition géologique, historique. Certains se remémoreront l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba. Eh bien, dans le royaume d'Aksum, le Yémen en faisait partie. Donc, on peut rajouter le Yémen, qui est à une vingtaine de kilomètres de Djibouti, à l'endroit le plus restreint. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a des populations qui fuient la guerre, donc fuient la guerre au Yémen et qui trouvent refuge dans la Corne de l'Afrique. En même temps, on a des gens qui quittent la Corne de l'Afrique pour aller non plus vers le Yémen, mais vers les pays du Golfe pour travailler. Vous avez près de 60 000 réfugiés qui ont quitté le Tigray pour le Soudan. Le Tigray, donc cette région du nord du pays. On a des réfugiés du Soudan du Sud qui se retrouvent en Ouganda, en Éthiopie, dans la plupart des pays de la Corne de l'Afrique. Et vous avez depuis des décennies des Somaliens qui fuient leur pays, touchés par la guerre civile, puis par un groupe djihadiste qui s'appelle Al-Shabaab, qui sévit dans le sud du pays et qui trouve refuge principalement au Kenya. Et pendant très longtemps, vous aviez un camp au Kenya qui s'appelle le camp de Dadaab, qui a été le plus grand camp de réfugiés du monde, avec un demi-million de réfugiés dans ce camp. Donc là, on a une politique de réinstallation et de retour des réfugiés au pays. Et puis, une autre catégorie de réfugiés qui est directement politique, c'est aussi les réfugiés, les gens qui fuient l'Érythrée. L'Érythrée qui est l'un des derniers États totalitaires du monde, les 3 derniers États totalitaires du monde, et qui se vit sur le pied de guerre avec un service militaire, civil et militaire près d'une trentaine d'années, presque à vie. Et donc, vous avez beaucoup de jeunes qui quittent l'Érythrée, qui fuient, qui passent par le Soudan, la Libye, pour essayer de rejoindre les côtes européennes. Et donc, ça, c'est aussi un grand flux de migration dans la région. Alors, un paradoxe, Sonia Le Gourielec, c'est que vous décrivez une situation qui est extrêmement complexe, on l'avait annoncé à nos auditeurs et à nos auditrices, mais une situation où la coopération internationale entre les États ne semble pas être la norme. Or, le paradoxe, c'est que le siège de l'Union africaine, la grande organisation internationale du continent africain, est situé à Addis Abeba, en Éthiopie. Pourquoi avoir choisi cette ville et quel rôle joue l'Éthiopie au sein du continent en ce moment? Alors, il faut remonter, comme vous le savez, au moment des indépendances, aux années 60, et à la création de l'OUA, à l'époque, l'Organisation de l'Unité africaine. Et eh bien, le chef d'État à l'époque de l'Éthiopie était l'empereur Haïlé Sélassié, ça doit remémorer beaucoup de choses aux auditeurs. Et Haïlé Sélassié a beaucoup joué du fait qu'il était le chef du seul État du continent qui n'avait pas été colonisé, d'où la légitimité de l'Éthiopie à accueillir le siège de cette future organisation interétatique. Et puis c'était aussi un moyen, donc à la fois d'atteindre ses ambitions continentales, de puissance continentale, et d'asseoir aussi le poids stratégique de son pays dans la région. Et à l'époque, dans les années 60, au moment des indépendances, l'Éthiopie était très inquiète des velléités nationalistes de la Somalie voisine qui venait d'être indépendante, et son nouveau président avait ce qu'on appelait un programme drapeau, c'est-à-dire qu'il voulait réunir au sein du même État toutes les populations somalies, d'ethnie somalie, de la région. Et ça impliquait une partie du territoire éthiopien. Il était bien sûr hors de question pour Haïlé Sélassié de voir une partie de son territoire amputée. Donc, c'était par ces deux moyens une façon d'être plus légitime. Et ça a toujours été finalement une stratégie de politique étrangère des Éthiopiens qui ont toujours su être présents dans les organisations internationales, de se montrer nécessaire, important, au sens par exemple où l'Éthiopie est le premier contributeur de troupes de maintien de la paix dans le monde. Les casques bleus ne sont pas bengalais ou indiens, ils sont éthiopiens. Et ça a été toujours un moyen aussi de chantage ou de négociation avec les puissances extérieures et les institutions internationales lorsqu'il y avait des problèmes à l'intérieur. Et on l'a vu en novembre, parce que bien sûr, Abiy Ahmed a menacé de retirer ses troupes des casques bleus. Abiy Ahmed a tout de suite été négocié avec tous les voisins. Et on a vu que l'Union africaine avait des difficultés à se positionner dans le conflit du fait de cette présence sur le territoire éthiopien.
Donc justement, est-ce qu'en ce moment, l'Union africaine est un acteur important dans les différents conflits qui travaillent la région, la Corne de l'Afrique? C'est un acteur qui est présent. Les organisations internationales n'ont jamais eu beaucoup de poids finalement dans les conflits de la région. L'organisation la plus légitime serait l'IGAD, qui est l'organisation régionale, donc l'équivalent de la CEDEAO pour l'Afrique de l'Est, qui a toujours été un petit peu paralysée parce qu'elle souffrait justement du poids, de l'importance de l'Éthiopie au sein de l'organisation, qui contrôlait de nombreux organes et qui, bien sûr, refusait de voir se résoudre des conflits qui n'allaient pas dans son intérêt. Ça a été le cas avec le problème entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et l'Érythrée, à un moment, s'est retirée de l'IGAD en disant, de toute façon, cette organisation est partiale et n'est pas neutre dans la résolution des conflits. Alors, en terminant, puisque le temps passe, j'aimerais que nous parlions d'un pays dont vous conviendrez avec moi, Sonia Le Gouriellec, qu'on n'en parle pas assez, Djibouti. Vous êtes sûrement d'accord, puisque vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Djibouti, la diplomatie de géant d'un petit État ». Alors, c'est un petit État, mais absolument fascinant, qui attire actuellement toutes les grandes puissances, alors traditionnellement la France, mais aussi les États-Unis maintenant, qui est aussi un acteur d'influence auprès de l'Union africaine dont nous parlions à l'instant. Il y a des bases militaires. Alors, expliquez-nous un petit peu quel rôle joue ce pays, Djibouti, dans la Corne de l'Afrique. Alors, Djibouti, c'est le petit pays de la Corne de l'Afrique. C'est un petit pays en relations internationales et c'est un petit pays d'1 million d'habitants, 2 fois le Liban, et relativement à ses grands voisins, notamment l'Éthiopie, c'est un petit pays. Néanmoins, il a su très bien jouer sa carte dans la région, j'allais dire, et surtout, Djibouti a très bien su profiter des évolutions du système international. Donc, il a effectivement accueilli une base française depuis l'indépendance de la France. La France, finalement, restait dans le pays. Ensuite, au moment de la guerre contre le terrorisme lancée par George W. Bush, ils ont accueilli la première base américaine sur le continent africain. Ensuite, il y a eu la lutte contre la piraterie. Et ils ont su également être le lieu de la lutte contre la piraterie et d'accueillir la première base. Au début, c'était une installation militaire, mais c'est devenu une base japonaise sur son territoire. Des présences également espagnoles et allemandes. Et depuis 2013, avec le lancement de la Belt and Road Initiative, donc les nouvelles routes de la soie chinoises, eh bien, Djibouti accueille aussi la première base chinoise sur le continent africain. Donc, ils ont su toujours très bien profiter de ces évolutions pour attirer aussi de nouvelles rentes et puis pour se protéger des voisins parfois belliqueux en montrant qu'ils étaient protégés sur leur territoire par de très grandes puissances. Et en fait, Djibouti a su profiter de son statut géographique pour attirer toutes ces puissances. C'est un peu le code génétique du pays, sa caractéristique première en quelque sorte. C'est le slogan d'ailleurs, Carrefour des 3 continents, et c'est un peu une porte d'entrée. Djibouti contrôle les voies d'approvisionnement qui passent par Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, c'est la porte des lamentations en arabe, là où passe le pétrole, où passent les biens qui viennent d'Asie vers l'Europe. C'est donc un moyen de surveiller le trafic maritime. C'est aussi une zone où passent de nombreux migrants. Et c'est intéressant de garder en mémoire que le plus grand slum, le plus grand bidonville de Djibouti s'appelle Balbala. Et Balbala, en oromo, donc une langue du sud de l'Éthiopie, ça veut dire porte également. Et je trouve que c'est bien la caractéristique de Djibouti, d'être une porte sur la Corne et sur le reste du continent. Et c'est un petit peu la fonction que lui a donnée la Chine ces dernières années en s'installant là-bas. Merci Sonia Le Gouriellec pour ce tour d'horizon qui pourrait donner le vertige, mais qui était tout à fait éclairant. Alors j'invite nos auditeurs et nos auditrices à continuer à s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique. J'en profite pour remercier l'équipe technique, les recherchistes, nos partenaires, le Cerium, Savoir Média, l'agence France Presse, qui nous permettent de faire avec vous quelques instants un arrêt sur le monde. À très bientôt.